Vous entendez bien? Ouais. On va commencer par un petit tour de présentation des différents médias qui sont là autour de la table. Et puis après, ce qu'on s'est dit, c'était le mieux, c'était d'échanger avec vous. Donc on répondra à vos questions. Voilà. Moi, je commence. Je m'appelle Marie Barbier. Je suis une des cofondatrices et co-rédactrice en chef de la revue La Déferlante. Je vous fais ma petite promo. Merci. Donc La Déferlante, c'est une revue trimestrielle. On a un stand là-bas, vous pouvez venir nous voir, qui raconte les luttes féministes et LGBTQIA+. Voilà, et je passe la parole à qui veut. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être aussi nombreux et nombreuses. Donc Lénaïque Bredou, co-directrice éditoriale de Mediapart, donc journal quotidien en ligne. Particulièrement investi sur ce sujet des enquêtes sur les violences sexuelles de très longue date. Bonjour, moi c'est Salomé Dionisi, je suis co-responsable éditoriale d'un média qui s'appelle Politis et je suis aussi journaliste et je travaille sur les questions de genre. Bonjour, moi je suis Léa Martinez, je travaille pour un petit média en ligne qui s'appelle Off Investigation. On existe depuis 2021, on fait beaucoup de documentaires et on va bientôt sortir plusieurs docus sur le sujet des VSS. Bonjour, je m'appelle François Meury, je suis le directeur adjoint de la rédaction du site lesjours.fr qui existe depuis une petite dizaine d'années. Merci. Et donc, nous traitons l'actualité en série, et parmi ces séries, un certain nombre portent sur les VSS également. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro, mais voilà ce qu'on vous propose. Donc, l'idée, c'est de parler de comment on continue 8 ans après le mouvement social MeToo, de parler des violences sexuelles et sexistes dans les médias, notamment des médias indépendants, puisque nous sommes là pour vous répondre. Donc voilà, n'hésitez pas, allez-y, c'est la première question qui est dure, mais qui veut se lancer? Et où est-ce qu'il y a un micro? Ouais. Merci. Question peut-être bête, mais est-ce que c'est possible de voir un jour des projets éditoriaux communs entre médias indépendants, comme par exemple pour les sujets des VSS, ou alors la lutte contre l'extrême droite? Il y a plein de petits médias qui ont leurs lettres, leur newsletter spéciale extrême droite. Est-ce que c'est possible d'avoir des projets éditoriaux communs de ce type où tout le monde met sa plume dans l'encrier autour d'un sujet comme ça? En fait, c'est non seulement possible, mais ça existe. On l'a déjà fait. D'ailleurs, bon, je rappelle quand même qu'on a été nombreux et nombreuses. Et d'ailleurs, c'est une des raisons de la création de ce village des médias indépendants à la fête de l'UMA, à s'investir dans une série de manifestations au moment de la dissolution. Ça paraît il y a une éternité, tellement on est dans un jour sans fin depuis. Mais voilà, l'année dernière, où on avait fait des rassemblements à Place de la République, nombre des médias indépendants qui sont dans ce village, et évidemment avec l'Humanité qui avait permis d'organiser ces rassemblements contre l'extrême droite. Donc je sais parce que c'était une des manifestations, je pense, les plus spectaculaires en réalité de cette coalition et qui a voilà, produit la création de cet espace dans la fête. Ça, c'est la première chose. Et puis, il arrive qu'il y ait des passerelles éditoriales entre différents médias. Ça arrive de temps en temps, soit en bonne intelligence, c'est-à-dire quand on est plusieurs à travailler sur le même sujet. Voilà, souvent ça arrive qu'on se mette d'accord, qu'on s'arrange, qu'on soit en publie en même temps, soit en tout cas on se met pas les uns contre les autres à se batailler surtout sur ces sujets. Enfin, moi j'y suis extrêmement attachée que sur les violences sexuelles, on n'organise pas de concurrence médiatique qui viendrait chercher les ou les victimes dans un processus de médiatisation qui est déjà assez pénible comme celui-là. Et puis il y a tellement de travail que vraiment c'est pas la peine de se mettre à plusieurs sur la même enquête, parce que des enquêtes, il y en a plein qu'on n'arrive pas à faire tellement on en a. Donc c'est vraiment plutôt ça le problème que
de se batailler sur un même sujet. Ça arrive aussi qu'on publie en même temps, enfin qu'on travaille ensemble. C'est déjà arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Voilà, avec plusieurs médias, indépendants ou pas d'ailleurs, mais en tout cas, ça arrive qu'on fasse des collaborations quand on se rend compte qu'on travaille sur le même objet. On l'a fait par exemple avec un média féministe qui a disparu aujourd'hui, qui s'appelle Chic Magazine. Voilà, une enquête que deux journalistes avaient fait parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils travaillaient sur le même sujet, en l'occurrence Édouard Baird. Et du coup, on avait publié conjointement l'enquête. Voilà, bon, nous, on a un partenariat éditorial avec la Déferlante. Donc voilà, il y a plein de choses qui existent comme ça, voilà, et qui sont évidemment souhaitables de mon point de vue. Merci. Bonjour, moi j'avais une question en fait sur justement les questions, enfin à la fois sur les questions de genre et à la fois liées aux questions de l'évolution finalement que ça a eu avec le mouvement MeToo sur les médias justement et les questions VSS. On se souvient tous et toutes de la Ligue du LOL, je pense, ça a été très médiatisé et je me demandais si en interne dans vos médias ça a créé un changement à la fois éditorial, mais aussi même des questions peut-être de vigilance par rapport aux questions de violence sexistes sexuelles, du traitement qu'il peut y avoir fait sur aussi même des enquêtés victimes, comment on prend en charge ça, parce que c'est aussi une libération de la parole. Donc voilà, et aussi comment vous déterminez aussi la relation liée entre ces violences au genre fondamentalement. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de crucial et très large, par exemple sur les questions LGBT, que vous les liez aussi, ou vous les séparez un petit peu? Voilà. Du coup, moi, je vais parler pour ma rédaction, donc Politis. Il y a eu une grosse évolution en interne ces dernières années, c'est évident. Je pense que c'est déjà lié à des prises de conscience, comme tu le disais, et aussi parce que en fait, les équipes se renouvellent et les journalistes qui arrivent aujourd'hui dans les rédactions, ils ont pour une part été formés au moment de MeToo, formés post-MeToo, et du coup, ils ont une vision de ce métier-là qui est complètement différente. Nous, on sent que ça bouge en interne. La rédaction se féminise aussi doucement, mais elle se féminise et ça change vraiment les choses. Après, pour ta deuxième question, donc plus sur d'après ce que je comprends, sur l'aspect intersectionnel de ces luttes-là, nous on appuie vraiment là-dessus parce que c'est vrai qu'avant c'était très séparé et mis dans des cases. Bah, déjà à la base, les questions de genre n'étaient pas du tout pensées, en tout cas dans notre rédaction. Maintenant, elles le sont et c'est vrai qu'on essaie de décloisonner un peu tout ça. Et aussi de faire intervenir des personnes qui ont un point de vue situé différent d'une autre, parce que on parle d'un point et qui n'est pas représentatif de tout et on n'est pas sensibles tous à la même chose. Donc on a notamment une rubrique qui s'appelle Intersection, dans laquelle on fait intervenir des chroniqueuses qui sont des universitaires, des militantes, des artistes qui travaillent sur ces questions-là et qui ont chacune leur spécificité justement pour apporter aussi un regard que nous, on n'a pas forcément en interne, quoi. Oui, en fait, pour traiter des violences sexistes et sexuelles, forcément, c'est des sujets qui sont particuliers. Je pense que tous ici, on applique une certaine éthique, une certaine méthodologie. Par exemple, nous, à Off, ce qu'on a fait quand on a débuté nos enquêtes, on a été voir une association qui s'appelle MeToo Media, voilà, qui a été créée par les victimes de PPDA. Elle propose des formations en fait, à destination des médias, des journalistes, pour pouvoir traiter du sujet des VSS de manière éthique et respectueuse des personnes victimes. Donc nous, par exemple, on a fait ça. Oui, on fait très attention à la parole des victimes. Ça veut aussi dire que parfois des affaires ne peuvent pas sortir parce qu'on respecte le consentement des victimes. En fait, il faut appliquer une méthodologie vraiment particulière. On ne peut pas faire comme avec n'importe quel autre sujet. Mais je pense qu'ici, tout le monde le fait parmi les médias indés. Voilà.
Oui, alors pour traiter des questions de genre, nous à la Déferlante, au début on s'est interrogé sur comment est-ce qu'on peut... En fait le genre il est vraiment dans toutes les strates de la vie quotidienne et de comment on réussit à parler du genre, même y compris sur des faits comme le fait de manger, le fait de chanter, voilà, de tout ça. Et ce qu'on a décidé de faire depuis le début, donc ça va faire 5 ans, là on fait dans chaque numéro, on choisit un verbe. Donc voilà, on a fait manger, on a fait lutter, on a fait se battre. Là, le dernier numéro, c'est un numéro spécial sur s'informer, donc s'informer en féministe. Et ça nous permet en fait d'aller voir, à chaque fois d'aller chercher des universitaires, d'aller chercher une pluralité de voix, des universitaires, des militantes, parce qu'on est très attachés au fait de revaloriser la parole militante et des journalistes qui peuvent parler, voilà, de comment est-ce que, par exemple, sur le dernier numéro, on peut continuer à s'informer à l'heure de Bolloré, à l'heure de l'extrême droitisation des médias, quand on est des personnes minorisées, des personnes LGBT, racisées. Voilà, et le tout dans une ligne intersectionnelle. Donc, c'est-à-dire à chaque fois, c'est vraiment, c'est pas un grand mot, c'est presque une méthodologie, c'est-à-dire de se dire à chaque fois comment est-ce qu'on ne prend pas que le genre, mais aussi la race, la classe, le validisme, pour aborder les questions qu'on a envie de traiter. Non, juste un petit mot en plus. Nous, au site lesjours.fr, notre système étant un système de série, donc par nature presque un système de silo, on va dire. Peut-être qu'au début, il y a 9 ans, au début du site, justement, les questions de genre étaient abordées uniquement dans une série, puis une deuxième, puis une troisième, exactement, les unes à côté des autres. Et on se rend compte, peut-être même de façon plus ou moins consciente, que petit à petit, ça infuse un peu en diagonale dans chacune des séries, ou presque. Il y a une de nos séries les plus anciennes qui traite de Bolloré et de l'Empire Bolloré à Canal+. Je ne sais pas s'il y a 9 ans, on aurait traité comme on le traite aujourd'hui les différents procès de Jean-Marc Morandini, par exemple. Et aujourd'hui, c'est une évidence que ça fait partie de l'empire et de l'emprise et du traitement Bolloré de ces questions-là aussi. Et donc nous, en réaction, qu'est-ce qu'on fait médiatiquement? On va suivre aussi ces procès-là. Merci, bonjour à toutes. Petite question dans le prolongement de ça, comment on fait pour que le sujet ne soit pas traité que par des femmes? Là, je me dis, vous êtes sur cette scène quand même 4 femmes sur 5 invités. Et dans le prolongement de cette question, si le sujet doit être traité par des femmes pour des questions de légitimité de la parole. Et femmes que j'élargis dans une intersectionnalité, du coup, à des personnes dans leur minorité. Ouais, alors je vais répondre un peu, en fait, comment dire, aujourd'hui, les questions de violence sexiste et sexuelle, elles sont quand même si on sent une résistance de plus en plus forte et voilà, une bataille qui reprend, bien plus importante dans l'espace médiatique qu'elle n'était il y a 10 ans. Il y a 10 ans, il n'y avait que des femmes, en tout cas personnes identifiées comme femmes, à traiter ces sujets. Mais aujourd'hui, c'est des sujets qui font la une de l'actualité. Et moi, je trouve ça positif, en fait, que des femmes qui ont acquis une expérience, une compétence, fassent aujourd'hui la une de l'actualité dans leur travail. C'est-à-dire que moi, je ne déplore pas du tout qu'il y ait plus de femmes sur ce débat. Au contraire, en fait, parce que aujourd'hui, c'est un débat qui intéresse bien plus largement qu'il n'intéressait aujourd'hui. Et si tout d'un coup, on se retrouve avec une majorité d'hommes ou de personnes reconnues comme hommes sur ce débat, ça veut dire qu'on les aurait invisibilisées, toutes celles qui ont travaillé pendant des années sur ces questions. Donc moi, je ne vois pas de souci là-dessus, au sens, encore une fois, où c'est aujourd'hui une micro-position de pouvoir et que je pense que toutes les personnes minorisées dans la société doivent occuper les espaces de pouvoir qui s'offrent à elles et à eux quand ça arrive, et c'est pas si fréquent. Donc voilà, du coup, moi, je trouve que c'est pas du tout un problème. Par ailleurs, ça ne veut pas du tout dire que des hommes ou des personnes reconnues comme hommes ne peuvent pas faire ce travail. D'ailleurs, si je prends l'exemple de Mediapart, ce sera plus simple. En ce qui me concerne, il y a plein de journalistes hommes qui enquêtent sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà, Dan Israël, Antoine Rouget, David Perrotin, pour ne citer qu'eux. Et ils sont encore plus nombreux. C'est aussi vrai parmi les journalistes indépendants. Voilà, j'ai cité l'enquête sur Édouard Baird tout à l'heure. C'est le pigiste qui a travaillé pour Mediapart, s'appelle Amine Abdelli. Pour moi, il n'y a pas de contre-indication.
Parce que c'est, comme le disait tout à l'heure la collègue de Off, c'est une méthodologie de travail. Et cette méthodologie, elle s'apprend. Donc n'importe quel journaliste peut apprendre cette méthodologie, se l'approprier, la faire sienne. Voilà, et que les principes éthiques doivent être respectés par tous et toutes de ce point de vue-là. Parfois, évidemment, dans certaines interactions, ça peut être plus simple. Voilà, pour certains récits, dans certaines coïncidences, dans certaines situations de mise en confiance, ça peut être plus simple d'être une femme, mais l'inverse vaut également, car malgré tout, des stéréotypes persistent dans la société, n'est-ce pas? Et que parfois les hommes sont considérés comme étant plus sérieux, plus fiables, avec plus de chances de publication. Moi, ça m'est déjà arrivé de binômer avec un journaliste homme, et je voyais parfois que le fait d'être accompagné par un homme donnait un gage de sérieux à mon travail. Donc, c'est pour ça. Non, mais on est tous aussi prisonniers de stéréotypes, et voilà, et dans des moments de fragilité. Et voilà, la confiance, elle se joue à pas grand-chose. Donc, ces stéréotypes interviennent aussi parfois à contre-courant de ce qu'on pourrait imaginer. En tout cas, voilà, moi, je trouve qu'il ne faut pas déplorer le fait que, pour une fois, ce sont des femmes à la tribune, même si nous sommes toutes des femmes blanches. Bonjour, merci beaucoup déjà pour le fait de lever la lumière sur les VSS. J'avais une question sur vos relations avec la justice. Est-ce que les médias arrivent à échanger un petit peu avec les institutions sur ce sujet? Est-ce que vous avez l'impression que votre travail commence à faire bouger les lignes aussi dans la façon de traiter les VSS d'un point de vue juridique? Et voilà, parce que je pense que c'est un des objectifs de votre travail aussi, c'est que ce soit sanctionné un peu plus. Merci beaucoup. Alors pour ce qui nous concerne, on a assez peu de relations avec la justice. On est quand même un média qui existe que depuis 2021. Donc on est assez jeune. L'équipe est également très très jeune. On n'a pas des relations pérennes avec la justice depuis des années. On la sent souvent réticente à nous répondre. Voilà, ça arrive fréquemment qu'on n'ait pas de réponse, qu'on ne veuille pas nous donner de réponse à des questions. Donc c'est un petit peu compliqué. Après, je pense que Mediapart notamment a fait un énorme travail qui a permis de faire bouger les lignes, de voir des affaires reprendre qui avaient été classées, reprendre, etc. Mais je pense que le but, c'est pas ça. C'est parce que la justice fait pas son travail que les gens se tournent vers les journalistes. Mais ça ne devrait pas être le cas. Non, peut-être qu'au-delà des relations, malgré tout, la justice étant un des maillons de cette chaîne d'enquête, en fait, c'est aussi un des sujets d'enquête sur comment la justice répond à ces évolutions depuis MeToo et même avant. Voilà, on le sait. Les avancées sont timides, mais elles existent. Il y a parfois des questionnements quand même chez les avocats qui font un retour aussi critique sur leur attitude qu'ils pouvaient avoir il y a 5, 10 ans, 15 ans. Les médias aussi. Voilà, c'est en parallèle aussi de se dire, tiens, aujourd'hui on ne ferait pas comme ça. Allez, si je revenais 15 ans en arrière, je n'aurais pas fait comme ça. Et parfois, les acteurs de la justice, que ce soit du côté des magistrats, du côté des avocats, nous le disent aussi, mais plutôt dans le cadre d'enquête, plus que de relations, on va dire, presque informelles autour des enquêtes. Mais vraiment, au cœur des enquêtes, on peut aller interroger des avocats et des magistrats. Sur les questions judiciaires, c'est vrai que c'est intéressant de constater que les associations féministes réussissent là, à faire bouger des choses. On le voit que la justice est clairement pas encore à la hauteur du traitement des violences sexuelles et sexistes, mais il y a des choses qui bougent. Je pense notamment
au fait que là, l'avocat de Depardieu a été condamné pour victimisation secondaire. Ça, c'est vraiment un pas très important et on constate que les féministes amènent dans le débat judiciaire des choses qu'elles poussent, et au bout d'un moment, ça a réussi à marcher, quoi. Enfin, en tout cas, c'est des petits pas qui sont... voilà, mais c'est sûr que d'un point de vue de l'ensemble, c'est pas encore du tout satisfaisant. Et après, il y a un autre rapport, peut-être qu'on a, nous, les journalistes qui enquêtons sur ces sujets-là à la justice, c'est quand même le risque de procès en diffamation qui pèse quand même très, très, très fortement sur les épaules des médias qui enquêtent là-dessus, parce que vous savez que c'est quand même une menace de tous les... Enfin, de beaucoup, pardon, pas tous, mais beaucoup d'auteurs, quand ils sont cités dans des médias, de poursuivre les médias en diffamation. Et ça, c'est très lourd pour notamment des petits médias indépendants comme nous, parce qu'il y a des risques juridiques, d'amendes, de frais à payer, et qui pèsent. Alors, c'est pas pour ça qu'on le fait pas, mais c'est au-dessus de la tête, quoi. Et ça, on sait qu'on peut avoir à tout moment ces procès bâillons qui sont vraiment instrumentalisés par les auteurs pour faire taire les victimes, les journalistes qui veulent parler de ces sujets-là. Et ça, c'est encore un sujet quand même assez important, quoi. Bonjour, merci beaucoup pour ce moment. Vous parliez du fait qu'il y avait beaucoup d'enquêtes et que du coup c'était difficile de choisir. Comment on choisit? Première question. La deuxième, c'est les violences sexistes et sexuelles, elles sont présentes absolument partout. Énormément de femmes, si ce n'est pas la totalité, ont vécu des VSS. Comment faire pour représenter ça et pas rentrer dans le fait divers, voilà. Ouais, effectivement, je disais qu'il y avait beaucoup d'enquêtes. Il y a une foule de matières sur lesquelles on peut enquêter, plus exactement, car malgré tout ce travail de militants, de la société médiatique, en ce qui nous concerne, chacun prend sa part là où il est. Nous, c'est la nôtre. De fait, les statistiques sur les violences montrent que les violences ne diminuent pas aujourd'hui. On verra dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais aujourd'hui, le vertige est quand même que les statistiques publiques ne marquent aucune évolution positive de la situation, malgré une progression dans, clairement, le débat public, on va dire ça comme ça, en tout cas dans une partie du débat public. Donc, face à cette matière, effectivement, on a le choix. En fait, être journaliste, c'est beaucoup choisir ce qu'on met à la une, choisir ce qu'on met comme premier article, choisir ce qu'on met comme titre, et aussi quelles enquêtes on fait ou quelles enquêtes on ne fait pas. Il y a une part de hasard, sans vouloir casser un mythe, mais il y a une part de hasard. Il y a ce qui vous vient et ce qui ne vous vient pas. Les gens que vous rencontrez, les gens qui vous écrivent, les fils que vous arrivez à tirer, ceux que vous n'arrivez pas à faire. Donc il y a cette part un peu de hasard. Et puis il y a, en tout cas, je vais parler pour moi, mais je pense que c'est assez partagé ici, l'idée de à chaque fois choisir des enquêtes. Et sachant quand je dis enquête, je ne parle pas du tout uniquement des enquêtes nominatives, parce que ce qui est le plus visible dans l'espace public, et ce que même vous, sans doute, vous retenez davantage de notre travail, c'est l'enquête mettant en cause Gérard Depardieu, par exemple, faite par ma collègue Marine Turki, ou plein d'autres noms qu'on pourrait citer, mais prenons celle-là par exemple, par rapport à des enquêtes bien plus larges sur des milieux en général, qu'on publie aussi, tous et toutes ici, et qui sont moins visibles parce qu'elles frappent moins. Donc il y a aussi, d'ailleurs, ce qui nous pousse à continuer à faire des enquêtes nominatives, parce que ça a un effet de choc, de révélation, qui continue, je pense, à avoir un effet positif de prise de conscience de la situation et des mécanismes des violences. Parce que j'y viens, ce qu'on essaye de raconter à chaque fois, c'est pourquoi chaque histoire qui est en soi, chaque fois, un fait divers, c'est une histoire qui est arrivée à quelqu'un, comme à beaucoup de gens ici sûrement, de raconter les mécaniques de la violence, comment elle se met en place, comment elle se fait, les rapports de domination sur lesquels elle s'assoit, et l'impunité qui s'organise autour. C'est-à-dire qu'il y a la violence qui est commise, par quoi et comment elle est permise. Voilà, par exemple, par la précarité, les facteurs qui aggravent, la précarité, par exemple.
Et puis, comment les institutions autour ferment les yeux. Alors, les plus évidentes, parfois la police, la gendarmerie, la justice, mais aussi le parti politique, le syndicat, l'entreprise, de gauche, parfois, etc., etc. Et donc, de raconter comment cette impunité, elle est construite. Donc, à chaque fois, le fil directeur, c'est quand même celui-là. C'est d'essayer de démontrer dans chaque nouvelle enquête comment ces mécanismes sont les mêmes mécanismes sont toujours à l'œuvre, avec évidemment des spécificités dans tel ou tel média. Par exemple, si on prend l'exemple du cinéma, voilà comment l'industrie du cinéma, par son organisation, par comment elle a valorisé l'auteur, par comment la précarité extrêmement forte favorise la commission de ces violences sexistes et sexuelles. Et voilà, je pourrais donner d'autres exemples, mais un des exemples les plus spectaculaires étant le cinéma. Et puis en dehors des enquêtes, il y a d'autres formats aussi qui peuvent être assez complémentaires. Je pense notamment à des interviews de chercheuses qui mettent en lumière justement les phénomènes de systèmes, d'emprise, etc. On peut aussi couvrir l'actualité militante avec un travail de terrain qui montre la dimension systémique justement de ces violences-là. En fait, il y a plein d'autres formats qui viennent compléter l'enquête et qui poussent aussi à des réflexions... Même, je pense par exemple à des chercheuses qui vont travailler, je sais pas, sur la dimension anticarcérale, sur la justice restaurative. C'est aussi des manières d'approcher les questions de violence sexiste et sexuelle qui diffèrent de l'enquête, qui permettent de sortir peut-être un peu de cette logique de faits divers justement, et qui peut-être donnent aussi un peu d'espoir quand on donne d'autres modèles à voir, quoi. Ouais, moi j'ai l'impression que c'est tout l'enjeu et c'est ce dont on discute aujourd'hui, quoi. C'est en fait le risque d'essoufflement, le fait qu'on risque de travailler en silo en faisant MeToo théâtre, MeToo musique, etc. Et qu'on ne montre pas le continuum en fait. Parce qu'effectivement, là on parle de violences sexuelles et sexistes, c'est très 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 vaste. Ça couvre des champs quand même de comportements qui vont des choses qui ne sont pas répréhensibles pénalement à des crimes. Et donc comment montrer le continuum et en même le système, voilà, les mécanismes comme le disait Lénaïque, et sans non plus lasser en fait les personnes. Et c'est très difficile. Moi j'ai l'impression qu'une des clés aussi c'est de faire attention à... Enfin, je sais pas comment le dire, mais en tout cas de ne pas dépolitiser. C'est-à-dire qu'on parle d'un mouvement social, pas de faits divers, voilà, on parle vraiment d'une lutte politique pour dénoncer des mécanismes, une globalité de mécanismes à l'œuvre, quoi. Et donc, si on repolitise, si on montre qu'on est face au patriarcat, on n'a pas encore dit le mot, mais à un moment donné, il faut le prononcer, avec voilà, des choses qui sont systémiques, on va pouvoir aussi, à un moment donné, dénoncer un système global et montrer encore une fois, mais le continuum entre les différentes choses qui recouvrent ça, les VSS, quoi. Bonjour, merci de votre présence. Moi, je fais partie d'une association qui s'appelle Femmes Solidaires et je voudrais savoir ce que vous pensez de la prévention, parce que nous faisons parfois des interventions dans des lycées et il y a beaucoup de travail. Et donc, voilà, savoir si vous enquêtez auprès des enseignants, auprès de l'éducation nationale même, parce que vraiment, il y a du boulot. Moi, je veux bien, pardon, je veux pas tenir le micro, mais juste sur cette question-là, il y a quand même tout ce qui se passe avec les VARS. Donc l'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle qui est mise en place depuis quelques semaines, et on voit quand même que c'est compliqué, quoi. On est sur des... Alors c'est super que ce soit mis en place, mais il y a encore des oppositions très très fortes là-dessus. Nous on enquête actuellement aussi sur les réseaux d'extrême droite qui s'infiltrent aussi là-dedans dans les écoles, justement pour contrer ça, parce qu'on le sait en fait, hein, Lénaïque disait tout à l'heure les chiffres ne bougent pas, mais une des réponses
qui pourrait être apporté très très rapidement là-dessus, c'est quand même le fait d'apporter de l'éducation sexuelle dans les écoles, et que ça de faire de la prévention, comme vous dites, ça c'est vraiment une clé massive. Donc l'extrême droite évidemment s'infiltre là-dedans, dans les écoles, pour empêcher ça. Mais donc là on est vraiment sur une bataille culturelle, quoi. C'est là où ça se joue très très fort en ce moment quand même. Et juste pour compléter, parce que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qu'a dit Marie, c'est l'extrême droite, mais on a un Premier ministre démissionnaire il y a quelques jours qui s'est illustré tous ces derniers mois dans l'affaire dite Betaram, où on a bien vu comment l'ampleur des violences éducatives et sexuelles était complètement banalisée, folklorisée, y compris par le Premier ministre démissionnaire François Bayrou. Je le dis parce que c'est donc, ça montre l'ampleur du chemin qu'on a à parcourir quand on a un Premier ministre qui a délibérément menti et minimisé des violences commises sur des enfants dans le cadre de l'école, en l'occurrence d'une école privée, mais peu importe, car les violences sont commises et dans l'école privée et dans l'école publique, malheureusement. Mais de voir un Premier ministre à ce point banaliser cette question, montre, à mon avis, la montagne qu'on a encore à gravir devant nous et dans laquelle, évidemment, la prévention est importante. Bonjour. Bonjour, je vous remercie d'être là et pour vos interventions. J'avais une question à vous poser en ce qui concerne, dans le traitement médiatique, la création d'une figure, d'une victime idéale, d'une victime qui va être parfaite dans différents journaux, et comment en fait est-ce qu'on lutte contre la création d'un espèce d'archétype d'un seul et unique type de victime qui sera entre guillemets le seul et unique légitime d'être défendu par tout le monde, alors que il y a des agressions qui sont entre énormes guillemets moins spectaculaires, moins médiatisées, et dans lesquelles un nombre très conséquent de personnes aura plus de mal à se mobiliser et à croire. Merci. C'est une question hyper intéressante parce que je pense qu'elle ne se posait pas dans les rédactions jusqu'à il y a quelques années. Comme on le disait tout à l'heure, le traitement médiatique sur ces questions-là évolue, il y a encore du chemin à faire. Je crois que petit à petit déjà on arrive à avoir des journalistes sur ces questions-là qui sont vraiment très bien formés et qui du coup connaissent ces biais et essaient de ne pas les reproduire. Je crois aussi qu'il y a un travail énorme qui a été fait de la part des collectifs militants, des associations, pour justement alerter aussi sur ces biais-là. Je pense notamment à Nous Toutes, qui a sorti une enquête sur le traitement médiatique des féminicides, qui était hyper intéressante parce qu'on voit vraiment l'évolution. Je crois que c'est entre 2017 et 2021 ou 2022, des termes qui sont utilisés, des féminicides qui étaient traités, et de ceux qui sont traités maintenant. On voit qu'il y avait vraiment le biais dont tu parlais, justement, de ne traiter les féminicides que, bon, déjà sous l'angle du fait divers, mais en plus que ce soit des victimes blanches dans un certain milieu, etc. On voit que ça évolue, il y a encore du chemin à faire, je pense qu'il n'y a pas de secret. Il faut de la formation des journalistes, et il faut surtout que ce soit des journalistes sensibles à ces questions-là, qui bossent sur ces sujets-là, parce que c'est pas un sujet sur lequel on peut bosser comme ça sans formation et sans un minimum de sensibilité à ces sujets-là, je pense. Oui, ta question, je la trouve très intéressante aussi. Je vais donner un exemple. Nous, on a traité d'une affaire de VSS avec une victime qui avait mis énormément de temps à parler, des années et des années. Et on a interrogé un témoin qui était complètement dans le combat avec cette victime, mais qui pourtant nous disait « mais je comprends pas pourquoi elle parle pas, voilà, il y a peut-être d'autres personnes à sauver, etc. » Et elle dit rien, elle parle pas. Et voilà, je pense qu'il y a encore beaucoup de stéréotypes sur la victime parfaite qui devrait parler. Et c'est à nous de faire le travail, nous journalistes, de ne pas céder à tout ça aussi, d'expliquer à nos rédacteurs en chef que le temps journalistique n'est pas celui des victimes, et que l'enquête, ça prend du temps. Et les victimes, elles ont leur propre agenda, et il faut respecter tout ça au maximum.
juste une chose en plus. Et parfois, à la fin de ces enquêtes, pour diverses raisons, parfois, il n'y a pas d'enquête publiée. Ça arrive aussi. Et ça ne veut pas dire que la victime n'est pas une victime. Ça peut vouloir dire beaucoup de choses, mais à la fin, très régulièrement, il n'y a pas d'enquête publiée. Et c'est comme ça. Et il ne faut pas que ça change. Il faut que certaines enquêtes ne soient pas publiées, et par respect pour les victimes, pour d'autres raisons encore, parce qu'on n'a pas pu aller au bout vraiment de l'enquête et de faire une enquête aussi journalistique sérieuse. Et c'est comme ça. Et on continue à chaque fois, à chaque début d'enquête, sur ces questions-là, il faut se dire que c'est, quand bien même l'enquête paraîtrait parfaite, ou en se disant ça c'est bien, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que ni nous ni quelqu'un d'autre n'a fait, ben peut-être que cette enquête-là ne va pas paraître, et encore une fois, c'est tant mieux. Merci. Je me demandais dans quelle mesure cela impacte votre travail de traiter d'affaires de VSS commises par des personnalités de gauche parfois très influentes ou qui surviennent dans les milieux militants de gauche. Alors plus ou moins, nous on a commencé comme ça, donc comme ça a vite réglé le problème, parce que la première enquête d'initiative, c'est-à-dire qui n'était pas liée à une procédure judiciaire qu'on a traitée dans Mediapart, c'est l'affaire Bopin, donc c'était un écologiste à l'époque vice-président de l'Assemblée nationale. Donc cette question, on y a été confronté immédiatement. Et c'était par ailleurs une question intéressante. C'est-à-dire, en fait, bon, juste la réponse générale, c'est qu'on le sait, les violences sexuelles n'épargnent aucun milieu. Ça a été dit par l'une d'entre vous tout à l'heure dans les interventions. Donc c'est partout, c'est tout le temps, pas plus à gauche qu'à droite, pas moins qu'à gauche qu'à droite. Enfin, peu importe, en tout cas, il n'y a aucune statistique qui le démontrerait. Même parfois, le fait de se prétendre féministe ou un allié est un facteur aggravant. Donc voilà, ça c'est déjà un point. Je crois que vous connaissez ce milieu. Mais du coup, la question là où ça posait en dehors, donc une fois qu'on a ce cadre général et que c'est la meilleure réponse, c'est celle-là. Après, là où c'est intéressant, c'est pourquoi parfois il y a plus d'affaires. En tout cas, nous, on y a quand même été confrontés. On a, je pense, fait des enquêtes sur des VSS dans tous les partis politiques. Enfin, moi, on a fait de Éric Zemmour jusqu'à la France Insoumise. Donc voilà, le spectre assez large. Donc ça, on l'a fait, mais par moment, on a quand même eu l'impression d'avoir plus d'alertes. Si je prends les partis politiques, mais on pourrait l'adapter bien plus largement, sur les partis dits de gauche ou se prétendant de gauche que sur des partis de droite ou d'extrême droite. Et ça, il y a des travaux assez intéressants qui l'expliquent. En fait, déjà quand on est un journal, l'engagement d'un journal, c'est pas forcément évident quand on est d'extrême droite de se tourner vers Mediapart, pour prendre cet exemple. Je dis ça parce que moi, j'ai déjà eu une femme victime à l'extrême droite qui m'a dit c'est quand même pas évident pour moi d'appeler Mediapart et tout. Et de fait, je comprends, à partir du moment où le journal est engagé contre l'extrême droite, voilà, c'est une partie de ses convictions, de ses valeurs, etc. Donc il y a ce gros biais, et je pense qu'il vaut pour tout le monde ici. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi le degré de tolérance ou de compréhension et de connaissance des sujets. On le sait très bien dans toutes nos enquêtes. Très souvent, les victimes ont parfois mis du temps à nommer les choses, à savoir à quoi ça correspondait, quel fait, même pour des trucs très graves, même pour des faits de crime, voilà, ou même pour d'agressions, qui sont des délits. La capacité à reconnaître ça comme étant quelque chose de grave et donc de problématique est inégalement partagée dans la population, parce que la connaissance de ces questions est inégalement partagée. Donc pouvoir quand même témoigner auprès d'un journaliste, c'est déjà être capable de poser des mots. Et ça, c'est plus vrai dans des partis de gauche où les questions féministes et de violence sont plus importantes, mais c'est vrai aussi dans les collectifs militants, dans les collectifs syndicaux. Souvent, il y a quand même, surtout aujourd'hui, où il y a quand même beaucoup plus de formation à ces sujets que par le passé, une meilleure connaissance des mécanismes des violences et donc une plus grande capacité à les dénoncer. Et donc que ça nous arrive à nous dans les enquêtes. C'est le biais qui existe, c'est celui-là, mais il n'empêche que ça existe partout et voilà. Bonjour. Nous, on prépare 2 documentaires sur le sujet des violences sexistes et sexuelles dans le monde politique. Donc on a été parler à peu près tout le monde. Dès le départ, il était assez clair pour nous que les VSS, c'est partout, à droite comme à gauche. Mais effectivement, ça a été plus compliqué
de discuter avec des personnes à droite de l'échiquier politique. Et d'ailleurs, elle nous disait souvent, non mais regardez, en fait, nous on a moins de problèmes, regardez à gauche toutes les affaires qui sortent. Bon, c'était assez de mauvaise foi parce que oui, il y a peut-être plus d'affaires qui sortent à gauche, mais parce qu'on s'est aussi doté de cellules, d'enquêtes, etc. Et il y a peut-être aussi moins d'omerta parce que dans ces groupes politiques ou même militants, il y a des noyaux féministes forts, en fait, et c'est pour ça que les choses avancent. Mais bien sûr, on garde en tête que c'est absolument partout. Bonjour, je suis ici. Donc, je voudrais savoir comment est-ce que vous faites pour donner du poids à une enquête qui ne comporte que des témoignages anonymes. Est-ce que vous voyez ça comme un empêchement ou pas forcément ? En fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur comment est-ce qu'à un moment donné, on arrive à parler de globalité, quoi, d'un système global. Moi, je pense à une enquête qu'on a publiée, qui est une enquête de Sarah Boucaud qui parle de l'inceste commis par des mineurs, donc un sujet quand même très dur et très tabou, c'est-à-dire à un moment donné comment il y a des enfants qui passent à l'acte et pourquoi, comment est-ce que ça se passe. Et évidemment, dans des enquêtes comme ça, il n'y a pas de... Enfin, en fait, on analyse un système et il n'y a pas de personnes connues qui parlent dedans. Donc je crois que c'est aussi important, évidemment, qu'on puisse continuer à trouver dans ce vaste champ dont on parle des VSS, des endroits où il y a encore des choses à dire. Enfin, évidemment qu'il y a... Pardon, je suis maladroite là, mais il y a évidemment des choses à dire partout, mais des endroits qui ne sont pas encore médiatisés totalement et où il faut aller creuser encore pour chercher là. Et donc là, oui, il n'y a pas de personnes connues qui parlent, quoi. Et je précise juste qu'on va sortir un ouvrage là-dessus. Sarah, elle est en train de continuer à écrire sur le sujet. Et on va publier un ouvrage là-dessus au début 2026. Bonjour, merci pour votre travail. On s'est aperçu qu'il y avait plusieurs artistes ce week-end, dont un qui a été déprogrammé, mais il y en a plusieurs qui ont chanté. Est-ce que c'est parce qu'on ne médiatise pas suffisamment leur affaire? Et comment vous allez traiter ce qui s'est passé aujourd'hui sur la fête, ce week-end? Merci. Merci pour cette question que j'attendais plutôt, je dois dire. J'étais surprise, je me suis dit bon... Non, je plaisante. Alors, moi je vais répondre très simplement. Déjà, nous on répond que selon on a publié. Donc, non mais j'explique, du coup ça permet d'expliquer le travail journalistique. En fait... il n'y a pas, tant ce qui n'est pas publié dans Mediapart n'existe pas, c'est-à-dire s'il y a du travail en cours, des enquêtes en cours, tout ça, ça n'existe pas, puisque précisément comme ça vient d'être dit, quand c'est pas publié, c'est que c'est pas publiable. Donc je le dis, c'est important parce qu'il y a souvent, oui, sur on enquête là-dessus, machin bidule fait ci, fait ça. Si c'est pas publié, il y a rien, donc on ne peut pas évoquer, voilà. Et alors, juste, ça pose, moi je trouve ça hyper intéressant, des questions que ça pose aujourd'hui, puisqu'il n'y a pas d'enquête journalistique ou d'enquête qui a été publiée, en tout cas dans nos colonnes, sur les artistes en question, dont moi j'ai découvert l'existence de la dénonciation sur les réseaux sociaux par les collectifs féministes. Je pense, comme beaucoup de gens probablement ici, je ne savais pas que la fête de l'UMA avait été interpellée depuis plusieurs mois sur la question. Ça nous exactement les questions dans lesquelles on se retrouve très souvent en fait, dans des moments où justement il n'y a pas soit d'enquête judiciaire, soit en tout cas connue, dépliée avec un processus contradictoire, soit d'enquête journalistique qui est aboutie. Donc on est à ce moment-là dans un entre-deux qui pour nous est celui dans lequel du temps journalistique, dans lequel on se réfugie, si je puis dire, dans une forme qui est à la fois confortable et inconfortable, mais qui fait qu'effectivement on est très souvent interpellé dans des moments où aujourd'hui il y a cette dénonciation, elle existe, mais elle n'est pas documentée
dans une enquête journalistique aboutie. Et donc, on est comme ça un peu, je pense, j'imagine que c'est la raison pour laquelle la FEDA Human a décidé de ne pas les déprogrammer. Ça, je ne vais pas me prononcer pour eux, mais moi, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai vu un des concerts hier où il y avait un collectif militant qui essayait de faire paraître sa parole. Voilà, j'ai pas les raisons, par contre, sur pourquoi ils se sont maintenus. 3 des 4, en tout cas, si j'ai bien compris. Bonjour, vous m'entendez? Sur la question très spécifique des enfants, comment vous procédez? Sur la question très spécifique des enfants, comment vous procédez? Comment on procède? C'est-à-dire pour l'écoute, pour le... Ah oui. Alors, je ne sais pas si tu parlais spécifiquement de ce dont je parlais sur l'inceste commis par des mineurs et de... Voilà, mais en tout cas, oui, c'est... En fait, c'était intéressant tout à l'heure quand on parlait de la victime parfaite, parce que moi je trouve quelque chose d'assez symptomatique là, qui s'est passé dans le traitement médiatique, notamment de procès pour violences sexuelles. C'est les différences de traitement entre l'affaire Pellico et l'affaire Le Squarneck, où on a vu que l'affaire Pellico, on avait une victime blanche, âgée, qui, je pense, respectable, et qui a tout de respectable et qui peut être médiatisé. Et après, l'affaire Le Squarneck, où ça a été beaucoup moins médiatisé, et où on avait justement la question de la parole des enfants, en fait. Et on voit que ça raconte aussi ça, quoi, que la parole des enfants victimes de violences sexuelles, elle est beaucoup moins entendable encore aujourd'hui, elle est beaucoup plus remise en question que la parole des adultes. Donc ça pose toute la question de ce qu'on entend beaucoup dans le mouvement féministe aujourd'hui, sur l'infantisme, en fait, et sur comment il y a une domination adulte qui se produit sur les enfants et sur le fait qu'on les entende pas. Le procès Outreau racontait ça beaucoup aussi, sur le fait de ne pas entendre les enfants, et a commis des ravages après sur le fait que leur plainte n'était pas... juste après le procès Outreau, il y a eu une chute, une déringolade des plaintes acceptées pour violences sexuelles sur les enfants. Et après, sur comment on les entend, là, ce qui est particulier dans le cas de nous, du livre, par exemple, qu'on va publier, c'est que c'est des personnes qui sont devenues adultes aujourd'hui. Donc, qui racontent aujourd'hui avec leurs yeux d'adultes ce qu'ils ont vécu ou commis, enfant, puisque la démarche là de notre journaliste, de notre autrice Sarah Boucaud, c'est d'aller voir les auteurs qui étaient à l'époque enfants, adolescents, jeunes adolescents, et d'aller leur demander comment ils sont passés à l'acte, comment ils l'ont vécu après, comment ils ont été pris en charge ou pas par la société. Et évidemment, il n'y a aucune prise en charge, parce que c'est un tel tabou, en fait, la question de la violence sexuelle commise par des enfants, qu'il n'y a aucune prise en charge. Ils ne peuvent pas en parler, ils peuvent pas. Et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de l'importance aussi, on en parlait, de la prévention sur l'éducation sexuelle, parce que ça, c'est vraiment primordial, en fait, à cet âge-là, déjà de pouvoir nommer, de pouvoir parler de ces questions-là. Donc après, je pense que ça s'applique aux enfants, ce qui peut s'appliquer à toutes les victimes. C'est-à-dire que nous, par exemple, à la Déferlante, on s'est fait aider aussi par des associations sur comment est-ce qu'on accueille la parole des victimes, comment on ne crée pas encore et encore leur demander de raconter les récits. On sait que c'est très très violent pour elles, et il ne faut pas rajouter ça. Donc voilà, il y a des petites... par exemple, ne pas faire durer les interviews 3 heures pour pas qu'elles puissent... Et après, voilà, il y a la spécificité aussi, et c'est un peu... ça peut paraître contradictoire, mais moi je ne crois pas que ça le soit. C'est quand on est un journal féministe comme le nôtre, c'est de évidemment appliquer le principe féministe de je te crois, et à la fois de poser des questions... il y a un principe éthique, journalistique, déontologique, de faire toujours le contradictoire, et c'est toujours ce qu'on fait. On va toujours vérifier le contradictoire, ne serait-ce que parce qu'à un moment donné, il faut qu'on puisse justifier de notre travail journalistique. Et voilà, donc je pense que ça s'applique également aux enfants, si ce n'est qu'on est encore sur une domination qui est encore plus invisibilisée, violente. Bonjour. Merci pour ce temps précieux. Ma question, elle est aussi en lien avec les récits d'enfants et d'ados victimes de VSS.
Et ma question, c'était comment vous réfléchissez, vous, dans vos équipes journalistiques qui sont composées, du coup, majoritairement ou uniquement d'adultes, à leur donner la parole. Et je pense qu'on est à un moment où c'est plus que nécessaire que donner de la parole aux enfants. Et alors, peut-être que vous réfléchissez à comment ils peuvent écrire des articles, soumettre des idées. Voilà, c'est ça ma question. Merci. Je passe la parole à mes collègues, mais juste parce que j'ai le micro, on prépare un numéro Grandir où on s'est dit exactement ça, que ce serait super que ce soit des enfants qui écrivent aussi. Juste un tout petit élément, c'est c'est assez petit, mais sur une de nos enquêtes à paraître, on a évoqué, pour le moment on n'est pas encore très sûr, mais voilà, ça fait partie des questions qu'on se pose. Il y a écrire, mais il y a aussi dessiner pour les enfants. Et donc, on est dans un questionnement autour du dessin, mais on ne se dit pas juste « Ah, c'est une super idée, c'est super, c'est des enfants, ils vont dessiner, point ». Donc, on va avancer sur cette question-là, et notamment en prenant évidemment les avis d'un certain nombre de professionnels sur qu'est-ce que c'est, en fait, dessiner quand on est enfant, quand on est... une victime de violence, est-ce que c'est libérateur, est-ce que ça ne l'est pas? Il y a tout un champ de possibilités, mais voilà, il y a le texte, il y a la parole, il y a le dessin aussi. Et moi, en complément, sans vouloir être dissonante, moi je me suis aussi parfois beaucoup questionnée dans les enquêtes quand les victimes étaient des personnes mineures, parce que je trouve qu'on a aussi une responsabilité particulière. Je dis ça parce que le chemin de médiatisation de son propre témoignage est souvent quelque chose de très lourd et de très douloureux. Je dis ça parce que les personnes qui nous confient leur récit le disent, l'expriment, c'est très long, c'est très difficile. Parce que tout le travail journalistique de recoupement suppose un engagement très particulier, de communiquer des mails, des messages. Enfin, beaucoup de choses très difficiles, parfois de contacter des témoins, donc c'est des membres de la famille, etc. C'est vraiment pas évident. Et de le faire subir, entre guillemets, à des personnes, à des enfants ou des ados, pour moi, c'est une vraie question. Je dis ça parce qu'il y a eu des enquêtes où, du coup, on n'a pas interrogé les victimes mineures, parce que, par ailleurs, on avait une vraie question déontologique de demander l'autorisation de leurs parents pour la médiatisation. Je rappelle quand même qu'on a quand même un cadre légal qui n'est pas... avec lequel il faut faire, et aussi qui est un cadre légal, mais aussi un cadre éthique. En tout cas, je pense que ça pose des vraies questions aux journalistes d'interroger des enfants sur les violences qu'ils et elles ont subies. Quand elles ne sont pas devenues adultes et qu'elles ne sont pas forcément totalement maîtres de leur récit, des conséquences. En tout cas, je pense qu'il faut que ce soit dans un cadre bien pensé, bien réfléchi, et pas comme ça au débeauté. Bonjour, merci pour votre travail et merci pour toutes les questions qui ont été posées. Moi, je voulais poser une question sur le harcèlement moral, parce qu'en fait, vous aviez parlé de mécanismes, en fait, quand vous voyez les différents témoignages, il y a des patterns qui se dégagent dans les violences sexuelles et sexistes, mais en fait, ça peut aussi s'entrecouper avec de l'harcèlement moral, ou alors ça peut être précédé par de l'harcèlement moral, et je ne sais pas si vous avez déjà fait des focus là-dessus. Et j'ai aussi une seconde question qui est peut-être inconfortable, enfin, sans doute. C'est en fait la place que vous accordez aussi à tout ce qui est autour de l'agresseur. C'est-à-dire vraiment si, par exemple, la victime elle a cherché de l'aide et que ça a été ignoré ou ça a été minimisé, ou au contraire, il y a eu des complices, des choses comme ça. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut peut-être mettre en avant? Enfin, je ne sais pas si c'est possible ou pas. Merci.
Alors, juste rapidement sur la question du harcèlement moral, de fait, on le retrouve énormément dans énormément d'enquêtes. Le lien entre les deux est très fort. Bon, par ailleurs, le mécanisme de domination, c'est là où ça rappelle, je le redis, que les violences sexuelles ne sont pas des violences de rapport en sexualité, mais un rapport de domination et de pouvoir. Donc, logiquement, la passerelle avec le harcèlement moral qui recouvre la même dynamique est très forte. Et on le retrouve très souvent, en tout cas, ou des violences verbales, une exaspération, voilà, dans le discours, etc. Plein de petits gestes, plein de petites choses, voilà, dans ce continuum des violences qui est très fort. Et de fait, le harcèlement moral, on le voit très souvent, et notamment dans les violences sexuelles commises en entreprise. C'est souvent très fort. D'ailleurs, si vous regardez les procédures au prud'homme qui existent, très souvent, il y a une double plainte harcèlement sexuel, harcèlement moral. Donc voilà, je ne peux qu'appuyer votre propos là-dessus. Et sur tout ce qu'il y a autour, tout à l'heure, je l'ai dit rapidement, mais pour moi, c'est essentiel parce que l'auteur des violences, bon, voilà, c'est un auteur comme un autre, si je puis dire. C'est très banal en réalité, mais ce qui permet la violence et ce qui permet voilà, sa démultiplication et le fait qu'il multiplie les victimes, c'est parce que autour, soit on n'a pas écouté les victimes, soit on a encouragé l'agresseur, soit en fermant les yeux, soit en lui disant vas-y, c'est pas grave. Donc ça, c'est essentiel pour moi dans le travail journalistique, d'enquête, de démontrer toutes les complicités autour, parce que c'est ça qui aussi crée le système, c'est-à-dire que la domination est en fait autorisée. On va prendre une dernière question. Je suis désolée, ouais, ça... Bonjour, merci déjà beaucoup pour votre travail. Et moi, je voulais rebondir sur quelque chose que vous avez dit tout à l'heure. Vous avez mentionné que c'était difficile pour une victime d'extrême droite de contacter Mediapart. Et pour moi, c'est en lien avec le fait que la droite a un problème avec les VSS et que tous les médias de gauche, il n'y a que les médias de gauche qui couvrent les VSS de manière convenable, on va dire. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour sensibiliser, éduquer un nouveau public, qu'un public qui aujourd'hui est déjà un peu averti à ces questions-là? C'est très compliqué parce que effectivement, comme tu le soulignes, il y a peu de traitement médiatique des VSS à droite, et quand c'est le cas, c'est davantage sur des personnalités de gauche en fait. Donc nous, c'est vrai que en tant que médias indépendants, en plus, on n'a vraiment pas la même force de frappe que les grands groupes médiatiques, que les médias mainstream. C'est donc même en termes de moyens, en fait, on est limité parce que typiquement l'enquête, ça coûte très cher. Donc aller conquérir des nouveaux publics de droite, quand on porte des idées de justice sociale, d'écologie, d'égalité des genres, honnêtement, je vois pas comment c'est possible, moi. Oui, juste... Est-ce que ça marche? Ouais. Juste, c'est pour répondre à la dame. Bonjour, Majdaline Méry, je suis journaliste et notamment journaliste à l'Humanité, parce qu'il y avait une question tout à l'heure sur les 4 artistes. Moi, je vous avoue que comme tout le monde, donc je suis journaliste sportive, mais je me suis spécialisée sur les discriminations envers les femmes dans le sport. C'est un sujet que malheureusement beaucoup de féministes, alors c'est surtout pas pour les attaquer, mais le féminisme de manière générale et la politique de manière générale, la gauche a totalement délaissé le sport, alors que c'est un endroit, un vrai bastion de la masculinité. Et moi, je me suis pas mal spécialisée là-dessus. Bref. Et du coup, quand j'ai vu les messages de nous toutes sur Instagram jeudi soir, je les ai directement envoyés à Sophia Boutry, la directrice de la fête de l'Humanité, en lui disant c'est quoi ce bordel en gros. Et j'en parlais avec elle 5 minutes avant de vous retrouver, donc c'est pour ça que je me permets de dire ça. Je lui ai dit que puisque j'anime l'émission Twitch, qu'il fallait absolument qu'on en parle. En fait, il faut surtout pas que la fête de l'Humanité mette les trucs sous le tapis, donc il s'agit bien d'en rediscuter pour comprendre comment à la fin, est-ce qu'il peut y avoir des hommes qui sont soit ils ont été condamnés, et comment est-ce qu'après une condamnation pénale ils peuvent quand même être là, soit ils ont été simplement accusés, on va dire, et qu'est-ce que peut faire un grand festival comme la fête. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que la réponse, enfin le sujet est pris très très au sérieux et qu'il s'agit surtout pas de le mettre sur la table. Et moi, je ne veux pas du tout participer en tant que féministe et en tant que journaliste à ce que l'année prochaine ça puisse se reproduire, etc. Donc là, on est vraiment dans le sujet de comment on va faire en sorte que ça n'arrive plus jamais. Donc voilà, c'est totalement pris au sérieux. Et comme j'ai promis de pas faire une question, je le dis quand même, et vous réagissez si vous voulez. Je suis en train de finir d'écrire un livre sur le traitement médiatique des violences sexistes et sexuelles dans le sport. Et je me rends bien compte à quel point est-ce que pour traiter des sujets de VSS, il y a un manque de mots. Je trouve que nous, entre journalistes et entre féministes, on ne se réunit pas assez pour discuter de comment est-ce qu'on place les bons mots au bon endroit. J'ai eu des discussions avec Valérie Robert sur la question par exemple, de abus sexuels, ce que ça veut dire, etc. Moi, au début du livre,
puisque je traite de l'affaire Benjamin Mendy, de l'affaire Jego Aradou, de toutes ces affaires-là, je ne voulais pas mettre le mot affaire. Je trouve que quand on dit l'affaire Mendoza, on ne dit plus viol avec violence. Sauf qu'au final, je me suis dit, mais en fait, si je dis viol avec violence partout, tout le temps, ça va être redondant pour le public. Et donc, il y a un vrai sujet, je trouve, sur comment est-ce que nous, on arrive à toujours choisir les bons mots pour traiter des VSS. Voilà, vous réagissez si vous voulez ou pas. Juste, du coup, comme au tout début, j'ai parlé de ne pas invisibiliser le travail des journalistes qui bossent sur ces sujets depuis des années, j'en profite sur les mots pour vous recommander. Il existe plein de lexiques faits par des journalistes travaillant sur les violences sexistes et sexuelles. Je vous renvoie sur 2 sources documentaires. Prenons la une qui a fait tout un travail sur les mots à utiliser dans les cas de violences sexistes et sexuelles, et donc pas abus sexuels, par exemple, ou même le travail de la déferlante. Merci beaucoup à toutes et à tous.